Salutations peuple de YouTube, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tag qui a été lancé par une anglaise, Kelly Bear. J'ai vu ce tag sur la chaîne de Yena, elle l'a traduit en français. À l'époque où je l'ai vu, c'était la première à le faire. Maintenant, depuis, il y a quelques personnes dans les copines que je suis qui s'y sont intéressées, notamment Sabrina. C'est le tag 54321 Tarot. Je vous mettrai en barre d'infos la chaîne de la personne qui l'a inventé. Le fait de m'intéresser à ce tag m'a permis de découvrir quelques chaînes anglophones que je ne connaissais pas. J'ai pas énormément de chaînes anglophones dans mes abonnements parce qu'il y a énormément de matériel. Pardon, c'est mon café. Dans mon énorme mug de chez Primark. Je n'ai aucun goût en matière de café. En général, quand je trouve qu'un café est bon, tout le monde dit qu'il est infect. Et inversement, c'est-à-dire que là, c'est juste le café soluble de chez Lidl. Avec du lait de soja et du sucre blanc. Donc, voilà, j'ai conscience que je n'ai aucun goût en café, mais ça me va très bien. Une autre page, une autre chaîne que j'ai découverte grâce à ce tag, c'est une chaîne, je pense qu'il est anglais parce qu'il a un anglais magnifique, c'est The Hermit's Cave. Je vous mettrai ça en barre d'infos aussi. Bon, c'est vraiment un anglais, donc c'est un langage de beaucoup plus haut niveau que de l'anglais de base. Donc, faut être attentif et il faut quand même savoir bien parler anglais, mais moi j'adore. Je suis d'excellente humeur parce que mon petit chat, qui est là, va bien. Elle a eu quelques petits soucis de santé. Bon, je m'inquiète très vite, donc ce que je considère comme un souci de santé, peut-être que la plupart des gens n'auraient même pas remarqué qu'il y avait un problème potentiel, mais en tout cas, les choses se passent bien, mon amour. Ça fait une semaine qu'on ne peut pas ou très peu jouer avec elle pour la laisser reposer son dos, donc elle est un peu en manque de jeu. Oui, mon cœur, mais tu dois encore te reposer. Tu es en convalescence, mon amour. Petit cœur doudou. Et je suis aussi d'excellente humeur parce que hier j'étais à Liège pour suivre une formation. Et maintenant je suis diplômée en secourisme pour les chiens et les chats, donc les animaux domestiques. Je suis extrêmement fière de ça. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi, pour mon chat évidemment, mais aussi pour des animaux que je pourrais croiser au hasard de la vie, au hasard de mes rencontres. Aussi pour le fait que comme je suis garde-chat, pour moi c'est vachement important d'être le plus formé possible. Dans l'absolu, j'ai pas appris énormément de choses parce que premièrement je suis déjà secouriste pour les humains depuis des années. Je crois que c'est en 2016, 2017. La logique est toujours un peu la même, mais c'était quand même extrêmement intéressant. Et une deuxième chose qui m'a donné énormément d'expérience et de compréhension et de connaissances dans le domaine, c'est évidemment mon travail bénévole à la Ligue de protection des oiseaux, puisque je suis active au centre de soins pour la faune sauvage de Bruxelles. Donc voilà, des bobos sur des animaux, j'en ai vu une quantité extraordinaire. Et oui, j'ai souvent eu dans les mains un animal dans un état difficile, donc je sais ce qu'il faut faire. Je vous dis, la logique est toujours un peu la même. Donc j'ai pas appris autant qu'une personne qui est complètement novice dans la matière, mais j'ai quand même appris pas mal de choses et de toute façon c'est une grande fierté d'avoir suivi cette formation et je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui bonjour mon cœur, qu'il y ait des gens qui organisent ça et qui fassent part de leur expérience au grand public. Donc c'est une vétérinaire indépendante qui a lancé ce projet. Je vous mettrai toujours les infos en barre d'infos, en barre de description,
parce que, bon, c'est en Belgique, mais bon, peut-être que dans les gens qui me suivent, il y a des personnes en Belgique que ça pourrait intéresser. Et peut-être qu'il y a d'autres, dans d'autres pays, il y a peut-être des choses équivalentes. Voilà, si jamais ça vous inspire, vous trouverez tout ça en barre d'infos. Et je vous filme cette vidéo assise par terre dans mon salon, devant le petit meuble que j'ai récupéré de chez ma grand-mère et où je mets tous les jeux de saison. Voilà, que j'ai descendu, soit des nouveautés qui ont un rapport avec la saison, soit des jeux que j'ai redescendus de mon bureau pour les avoir sous la main. Il y a des trous parce qu'il y a des jeux que je vais vous présenter dans cette vidéo et que j'ai récupérés. Donc, ce tag, en quoi consiste-t-il? Alors, j'ai tout noté dans mon carnet de tirage. À ce jour, c'est le 3e carnet que je tiens pour noter mes tirages, mes ressentis, des rêves parfois, des choses qui m'arrivent et dont j'ai envie de garder la trace. C'est une réplique humoristique du Necronomicon. Bon, initialement, le Necronomicon, c'est dans les œuvres de Lovecraft, mais moi, je connais surtout le Necronomicon via le film Evil Dead de Sam Raimi, que je ne saurais que trop vous recommander, en particulier le 2. Vous n'avez pas besoin d'avoir vu le 1 pour regarder le 2, et le 2 est bien meilleur que le 1. Donc, et le 3 est très rigolo. Un peu long, mais très rigolo. Mais regardez les anciens, hein, ceux des années 80. De quand date Evil Dead? Cette vidéo va durer 1000 ans. Cette vidéo n'a aucun sens. Aucun sens, aucun sens, aucun sens. De quand date Evil Dead? Wikipédia, aide-moi, aide-moi. 81, 81, 87, 92. Bref, c'est pas du tout la question. Donc, qu'est-ce que c'est que ce tag? Donc, pourquoi 5, 4, 3, 2, 1? Eh bien, parce qu'il y a 5 questions en tout. La première question appelle à avoir 5 réponses, la deuxième à en avoir 4, et puis 3, etc. Quelle est la première question? Donc, celle pour laquelle on attend 5 réponses, c'est tout simplement présenter 5 jeux sur un thème au choix. Le thème que j'aimerais bien vous proposer, c'est les jeux qui sont devenus une référence pour ma compréhension du tarot. Donc j'entends par là des jeux dont la carte me revient toujours en mémoire si par exemple je me pose la question oh tiens, qu'est-ce que c'est le 4 de denier? Enfin, c'est un jeu en particulier dont la carte m'a tellement frappée et tellement parlé que ça m'a aidé à intégrer la signification et à comprendre la portée de la signification de la carte, bien sûr en application avec ma vie à moi. C'est pas parce que moi ça m'a touché que ça vous touchera vous, mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de choisir ce prisme-là. Et donc les 5 jeux que je vais vous présenter sans ordre particulier. Quelque part c'est difficile de ne choisir que 5 jeux, parce que j'ai une collection gigantesque et il y a beaucoup de jeux qui ont une dimension extrêmement intéressante, mais j'ai essayé de choisir vraiment des jeux qui m'ont profondément marqué et qui ont une dimension vraiment personnelle. C'est des jeux dont, pour la plupart, je vous en ai déjà énormément parlé, mais voilà, je trouvais que c'était vraiment chouette de prendre ce prisme-là. Donc le premier jeu que je voudrais vous présenter, c'est The Halloween Tarot de Karin Lee. Donc voici le dos. Tranche neutre. Le jeu n'est pas dans l'ordre. Je vous montre juste quelques cartes comme ça. L'as de denier. Donc les suites sont renommées. L'étoile. Le 6 d'épée. Le 5 d'épée. Le roi d'épée. Le roi de pentacle. Le 5 de denier. Le 8 de coupe. Le page de coupe. Le 5 de bâton. Et la justice.
La carte en particulier qui m'a frappée dans ce jeu, c'est la carte de la force. Je vous en avais déjà parlé par le passé, donc la voici. Donc on a cette notion évidemment de ne pas avoir besoin de force pour ouvrir la gueule du lion, mais il y a une notion de une grande bienveillance et pour moi cette carte pose la question de savoir pourquoi on a intérêt à ouvrir la gueule du lion, parce qu'a priori, à part faire une démonstration de force justement, ou de danger, ou de gestion de l'impossible, il n'y a pas tellement d'intérêt à ouvrir la gueule d'un lion. J'aurais plutôt envie de dire, mais fous-lui la paix au lion. Mais dans cette carte-là, il y a la dimension que la petite madame qu'on voit ici, elle est en même temps vétérinaire, hein, puisqu'elle a un abaisse-langue pour le lion. Et le lion, il a l'air inquiet, ou en tout cas, il a l'air de ne pas aller très bien. Donc, il y a cette dimension que la dresseuse prend soin de lui. Et ça me bouleverse forcément, hein, dans mon vécu. C'est quelque chose qui me touche vraiment énormément. Et dans ce jeu, ce que j'adore, c'est qu'il y a un petit chat noir sur toutes les cartes. Il est vraiment partout. Il nous accompagne tout le long du tarot. Donc c'est vraiment un jeu que j'aime énormément, que j'ai beaucoup utilisé et qui me parle beaucoup. En tout cas, la vision de cette carte m'a bouleversée et a forgé de manière profonde et sensible ma définition de la carte de la force. Alors, un deuxième jeu dont une carte m'a vraiment énormément marqué, c'est le Paulina Tarot de Paulina Cassidy. Donc on a un très bel oiseau à l'arrière des cartes, des tranches blanches ou neutres. Ici le jeu est dans l'ordre. Je vous montre juste quelques cartes. Donc on a le mat, le battleur, la papesse, l'impératrice, la force, l'ermite. Ce que j'aime bien dans cet ermite, c'est que l'ermite n'est pas tout seul. Il s'en va avec des petits compagnons. La roue de fortune, le 8 de bâton, le 9 de bâton, le 10 de bâton, le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 5 de coupe, le 5 d'épée, le 6 d'épée, le 8 d'épée, le 3 de denier. Il y a un peu une ambiance qu'on pourra qualifier de à la Tim Burton, mais je trouve en une version plus sophistiquée, plus élégante. Le 4 de denier, le petit chat. Le 5 de denier. Et la carte qui m'a bouleversée, c'est le 3 d'épée, que voici. Donc c'est, pour moi, depuis ce jeu, j'ai vraiment pris le pli de comprendre le 3 d'épée comme étant l'expression du chagrin. Et le chagrin, évidemment, c'est une émotion difficile à vivre, mais c'est aussi une émotion qui est remplie d'amour. On n'a pas du chagrin pour quelque chose ou quelqu'un qui ne représentait rien pour nous. Et donc on a cette madame ou créature qui pleure, je ne sais pas si on voit très bien, mais qui pleure un oiseau qui est sur ses genoux. Voilà, c'est une carte qui a une grande symbolique pour moi. Et quand on me dit le 3 d'épée, c'est ce jeu-là que j'ai en tête pour comprendre la portée et le message de la carte. Mais ce qu'il ne faut pas négliger, c'est le rider classique.
Bon, la version que j'ai moi, c'est, je vous en avais déjà parlé aussi, c'est vraiment un jeu tout mini, hein, qui a été publié chez US Games. Donc on a un dos avec un tarotage à l'ancienne, des tranches neutres. Le jeu est dans l'ordre. Je vous montre juste quelques cartes. Vous les connaissez, hein, c'est vraiment le rider le plus simple, le plus traditionnel qui existe. Le mat, le battleur, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le diable, la maison Dieu, l'étoile, l'as de bâton, 2 de bâton, 3 de bâton, 3 de coupe, 4 de coupe, 5 de coupe, l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 2 de denier, le 3 de denier, le 4 de denier. C'est le seul c'est le seul vrai rider traditionnel que j'ai. Mais le fait qu'il soit petit n'empêche pas de s'en servir de manière très efficace. Mais vraiment, quand je vous dis le rider classique, c'est vraiment non seulement les illustrations de Pamela Smith, mais aussi dans les couleurs d'origine, vraiment le rider tout simple, tel qu'il a été publié début 1900. En particulier pour les mineurs, peut-être pour les majeurs en soi, je trouve que le Marseille est très parlant, donc j'ai aucun souci à avoir le Marseille comme référence. Mais pour les mineurs, j'ai l'impression que si on veut vraiment arriver à retenir la signification du tarot, donc pas tout le temps aller voir dans le livret quand on fait un tirage, passer par le rider classique permet de vraiment, à n'importe quel moment et avec n'importe quel jeu, avoir en tête la signification des cartes, parce que les dessins sont simples, les dessins sont assez parlants, ils sont repris par tous les livres. Donc si on arrive à retenir les dessins d'un rider classique, on sera quelque part jamais perdu avec aucun tarot. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile d'utiliser un rider que d'utiliser un Marseille, puisque les mineurs sont illustrés par des scènes de vie. Et voilà, si on vous dit c'est quoi le set de denier, si vous arrivez d'une manière ou d'une autre à vous rappeler de cette illustration, vous aurez beaucoup plus facile à retomber sur les grands mots-clés classiques de la carte. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en contenter, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là dans l'interprétation, mais n'empêche que une fois qu'on peut mettre ça dans sa poche, on est quand même beaucoup mieux équipé pour faire des tirages en ne se fiant qu'à son instinct et à ce qu'on voit sur une carte d'un jeu X ou Y. En tout cas, je regrette absolument pas d'être passé par un rider classique. Et quand on me dit, quand on me dit ah oui, 4 de denier, voilà, je vois la carte. Pour la plupart, je vois la carte du rider. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup. Un autre tarot qui m'a énormément aidé dans ma compréhension et dans mon apprentissage, c'est évidemment le tarot Buffy, dont je vous ai fait une analyse, review, présentation. Voici le dos. Tranche blanche. Ici, le jeu est dans l'ordre. Donc, le fou. Le chariot. Avec Cordelia. Le diable avec Willow. Le monde avec Buffy. Le 6 de bâtons, donc où les bâtons ont été renommés par les pieux. Le 7 de bâtons. Le 8 de bâtons. Le 2 de coupe.
3 de coupe, le 4 de coupe avec Snyder, le 2 d'épée, donc où les épées ont été renommées par défaut, le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 5 d'épée, l'as de denier, le 2 de denier, le 3 de denier, le 4 de denier. Moi, ça m'a énormément aidé et énormément marqué parce que je connais vraiment très très bien la série. Le fait de lier des personnages que je connais par cœur et dont je connais la symbolique et l'évolution au fil de la série et que j'arrive à replacer chaque carte au sein d'un épisode, rien qu'avec les vêtements des personnages, ben évidemment, ça me permet de comprendre ce que représente chaque arcane. Et le premier exemple qui me vient en tête, c'est dans les personnages de cour, parce qu'il faut reconnaître que les personnages de cour sont quand même difficiles à appréhender par rapport à d'autres cartes. Une carte en particulier qui m'a beaucoup touchée et qui m'aide, c'est le chevalier de denier, qui est représenté par Riley, parce que Riley est mon personnage préféré. Et comment je peux dire ça, les difficultés qu'il traverse et un peu la crise existentielle qu'il traverse dans la série me parlent énormément. Et donc forcément, si je relie ça à l'énergie du chevalier de denier, pour moi ça l'ancre dans quelque chose d'extrêmement concret, d'extrêmement intérieur et puissant finalement. Du coup, il y a des liens qui se font sans effort. Et je pense que, pour moi, Buffy, c'est vraiment la série, en tout cas, une des séries que je connais le mieux au monde. Mais peut-être que, par exemple, si ma belle-sœur me disait demain, j'ai envie de commencer le tarot, qu'est-ce que tu me conseilles ? Peut-être que je pourrais lui conseiller, par exemple, le tarot Friends. Parce que, Buffy, pour moi, c'est plus ou moins Friends pour elle. Donc, évidemment, il faut avoir un tarot qui est extrêmement bien fait, parce que le tarot Buffy est vraiment, vraiment, vraiment très bien fait. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Il y a le tarot Game of Thrones. Là, au cas où vous posez la question, est-ce que le tarot Game of Thrones est bien ? Oui. Je ne connais pas Game of Thrones comme je connais Buffy, mais ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. Mais voilà, il est très bien fait, très intelligent dans la manière dont il a lié les personnages aux arcanes. Et le dernier tarot dont je voudrais vous parler, c'est c'est pas une vraie boîte. Alors, c'est le tarot Mysterium. Qu'est-ce que c'est le tarot Mysterium ? C'est un tarot que j'ai créé moi-même à partir des cartes du jeu de société Mysterium. Et j'ai fait un ensemble de vidéos pour expliquer ce que je voyais dans les cartes, ce que ça représentait pour moi, etc. Et le fait d'avoir fait ce très long travail, ça m'a permis de comprendre un grand nombre d'arcanes à un niveau extrêmement personnel, puisque comme c'est moi qui choisissais les cartes, forcément, c'est les significations que je voulais y mettre moi que je pouvais mettre dedans. Alors ici, le tarot Mysterium, je l'ai mis dans une petite boîte en carton qui vient de chez Seustraine. Il est joli à l'intérieur. Voici le dos et les tranches que j'ai faites en bleu. Il est dans l'ordre inverse. Donc ici, c'est le roi de denier, le 9 de denier, la reine d'épée, l'as d'épée, le page de coupe, le 3 de coupe, la dame de bâton, enfin la reine de bâton en l'occurrence,
le 6 de bâton, le diable, la roue de fortune et la papesse. Au-delà de ce tarot-là en particulier, ce que je pourrais conseiller aux gens qui ont envie de comprendre le tarot à un niveau plus fin et plus intérieur, ce serait de faire ce type de travail, pas nécessairement avec les cartes du Mysterium, hein, on peut le faire avec les cartes du Dixit, ou je sais qu'Offlan l'avait fait avec les Soul Cards, ou je sais pas, prendre un oracle qui existe, qui aurait suffisamment de cartes et trouver des liens soi-même avec le tarot ou dessiner soi-même, hein, si vous êtes capable de faire ça, ou peut-être même dans la vie de tous les jours se dire tiens, genre je sais pas, la carte de la maison Dieu, comment je la représenterais dans ma vie personnelle, qu'est-ce que je prendrais en photo dans ma maison, quel événement qui m'est arrivé je voudrais représenter pour exprimer ce que c'est l'énergie de la maison Dieu. Voilà, c'était mes 5 jeux pour la question, présenter 5 jeux sur le thème de les jeux dont une certaine carte m'ont fait comprendre le tarot à un niveau personnel. Alors ensuite, la deuxième question c'est bien, ça fait déjà 31 minutes. Je vais couper des trucs. C'est bien maintenant, mon café est tiède. J'arrive enfin à le boire. Parce que je bois tiède, moi. Je bois tiède, je mange tiède. J'arrive pas à manger chaud. Alors, la deuxième question, c'est de présenter 4 livres sur le thème du tarot. Donc, ça peut être des livres publiés en tant que livres ou des livrets d'accompagnement qui vont avec des jeux. Le premier dont je voudrais vous parler, c'est le livret du tarot de Del Toro, le Del Tarot, parenthèse fermée. Je pense que ce livre n'a rien d'exceptionnel parce qu'il est assez modeste, hein. C'est un petit livret qui a la taille des cartes, qui est assez fin, qui est en anglais. Mais dans ce livret, Del Toro nous parle du fait qu'il tire le tarot depuis très longtemps, que c'est sa maman qui lui a appris quand il était jeune, et qu'il a intégré la pratique du tarot dans son art. C'est-à-dire qu'il réalise des tirages quand il a besoin de travailler certains personnages, certains déroulés de scénarios. Je suppose qu'il n'est pas le seul à faire ça, mais c'est via ce livre que j'ai appris cette technique, cette habitude. Chose que j'ai trouvée évidemment extrêmement intéressante, puisque je suis artiste moi-même, et j'ai eu l'occasion de tester cette technique pour essayer de résoudre un gros nœud sur lequel j'étais, le roman sur lequel je travaille pour le moment, et ça m'a énormément aidée. Et je suis pas sûre que ça paraît peut-être super con, hein, mais je suis pas sûre que j'aurais de moi-même pensé à faire ça. Alors que maintenant que j'ai commencé à le faire, c'est une évidence. Mais voilà, je remercie vraiment Del Toro et ce petit bouquin de m'avoir fait penser à cette technique parce que c'est vraiment très intéressant et très enrichissant en tant qu'artiste. Donc voilà, ça n'a pas grand-chose à voir avec le tarot lui-même, qui est très sombre. Je vous parle que de jeux que je vous ai déjà présentés, hein, donc je ne sais pas si c'est intéressant de vous remontrer des cartes. C'est un tarot qui a été effectué avec des gravures et c'est une sorte de Marseille, hein, puisque les illustrations des mineurs sont quand même c'est pas des scènes de vie, c'est des représentations très réduites. Alors, le deuxième livre dont je voudrais vous parler, qui a de l'importance dans ma pratique du tarot, le 1001 Tarot Spreads de Cassandra Eason. Donc, si vous voyez un peu ici sur la table des matières, on a vraiment un peu tous les sujets
Donc déjà, il y a tous les tirages avec un certain nombre de cartes fixes. Ensuite, vous avez les sujets qui ont un rapport avec l'amour, la prospérité, la carrière, relatif à la famille, la santé. Bon, restez prudent évidemment pour la maison, la fertilité, restez prudent aussi, hein, c'est lié à la santé. Pour les animaux, au sujet des voisins, ensuite des tirages astrologiques pour liés à la lune, les cristaux. Enfin voilà, vous voyez, il y a vraiment tout plein de sujets. Et alors ça se présente à chaque fois comme ça. Donc vous avez le tirage qui est, enfin une proposition d'étalement des cartes qui est présentée et une explication sur chaque carte. Et c'est assez bien fait, les questions sont bien formulées. C'est toujours vraiment clair. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que le titre ne ment pas, vous voyez. On arrive au 1001. Là, vous avez encore l'index avec tous les sujets auxquels vous pourriez penser. C'est assez efficace hein, pour retrouver quelque chose. C'est assez monstrueux. Il y a vraiment toutes sortes de sujets différents et plein de propositions de questions sur chacun de ces sujets. Dans l'absolu, je ne sais pas si ce sont de très bons tirages, dans le sens où, je vous avoue, j'ai jamais fait un tirage où j'ai suivi pas à pas les questions du bouquin, parce que souvent il y a des choses qui ne me parlaient pas dans les questions, où je l'ai juste utilisé comme base pour structurer un tirage, mais choisir moi-même les questions. Donc je ne sais pas si les tirages sont très bons, mais en tout cas, le livre m'a toujours aidé à construire mes tirages par moi-même. Donc même si j'ai jamais utilisé les tirages du livre, le livre est très, très cool parce que c'est une source d'inspiration, parce que c'est une source de compréhension de comment on construit un tirage. Et même si, peut-être qu'avec l'habitude, c'est devenu un peu évident il faut poser ce type de questions et avoir telle étape dans la réponse pour avoir quelque chose d'intéressant. Oui, après 4 ans de pratique, c'est peut-être évident, mais au début, ça l'est pas du tout. Donc ce livre m'a bien aidé sur ce chemin. Pour le 3e livre, j'aimerais bien vous parler des livres de Sébastien Michel. Donc c'est un tarologue et astrologue extrêmement connu. Hein. Je pense que tout le monde qui regardera cette vidéo sait déjà qui est Sébastien Michel. Il a également une chaîne YouTube qui est extraordinaire. Enfin, moi, c'est avec ses vidéos que j'ai vraiment commencé à m'intéresser au tarot, et j'ai appris énormément de choses grâce à lui. Et donc les livres en question, il y en a d'autres, mais ceux que j'ai moi et que j'ai déjà utilisés, donc c'est le Théâtre du Tarot et le tome 2, le Tarot par la pratique. Donc ce sont des livres qu'il publie lui-même via Amazon. Ce que j'aime dans sa méthode, c'est que, évidemment, il explique super bien. Il parle uniquement du tarot de Marseille, même si ce qu'on apprend sur le Marseille, on peut l'appliquer en soi à tous les tarots, parce qu'il travaille donc uniquement avec les majeurs. Et en fait, sa méthode est basée sur l'observation de la carte, en sachant... il y a certaines notions de base qu'il faut apprendre dans la symbolique, donc les positions de face, à droite, à gauche, les couleurs, ce que ça représente, ce que ça évoque. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut apprendre, mais en fait, avec sa méthode qui est basée sur l'observation, une fois qu'on a appris la base, qui est finalement pas très conséquente à apprendre, une fois qu'on a appris cette base, en fait, tout le reste, c'est de la logique. Et quelque part du bon sens. Peut-être que de prime abord, ça paraît un peu austère, parce que très rigoureux, très, très analytique. Mais en fait,
c'est une manière de savoir gérer le tarot sans rien apprendre par cœur, parce que tout est basé sur la logique, sur la déduction. C'est une manière très intelligente d'analyser le tarot qui est liée aussi à plein de règles, même sans être tarologue, des règles de narration visuelle. Donc parfois ce sont des choses dont on n'est pas complètement conscient, donc on ne sait peut-être pas les deviner sans qu'on nous les explique, mais c'est très présent finalement dans notre société et dans l'art de manière générale. Donc en fait, une fois qu'on l'a compris, une fois qu'on l'a intégré, c'est assez facile de s'en servir pour pratiquer le tarot ou même l'art en général. Donc voilà, clairement c'est des livres et des vidéos que je ne saurais que recommander. Donc pour moi, les livres de Sébastien Michel sont vraiment des références. Peut-être encore plus ces vidéos que ces livres, parce que curieusement, j'ai l'impression que moi j'arrive à mieux retenir les choses quand je les entends que quand je les lis. Pour moi son enseignement, c'est quand même la base en fait. Et pour terminer cette catégorie, j'aimerais vous présenter un très joli jeu qui, je pense, n'existe pas encore en français, qui est relativement récent. Je crois que c'est sur la chaîne de Sabrina que je l'avais vu, mais je ne suis pas sûre. Il n'y a pas grand monde qui en parle. C'est le Tarot of the Owls, donc le tarot des chouettes, de Pamela Chen et Elisabeth Alba. Je l'ai très rarement vu présenté sur des chaînes. Pourtant, enfin moi, il me plaît beaucoup. Je le trouve super joli. Vous avez le dos ici, tranche neutre. Et je l'ai pas mal employé ces derniers temps. Il y a déjà quelques mois. Et on s'éloigne un peu du rider classique et c'est... et encore que non, on retrouve les symboles, mais je pense que si on ne connaît pas du tout le tarot, on peut parfois se demander ce qu'on veut dire, puisque le fait de voir tout interprété par des chouettes, c'est peut-être parfois un peu perturbant. Si on ne sait pas ce qu'on regarde ou ce qu'on cherche, peut-être que c'est un peu difficile, mais en tout cas, quand on est habitué au tarot, je le trouve vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé tirer les cartes avec lui. Et en particulier, j'aime beaucoup le bouquin. Cette fois-ci, c'est un grand livre, assez épais, qui s'appelle Wisdom of the Owls, qui est tout en couleur sur du papier glacé. Et à chaque fois, on a une description de la carte, on a une interprétation à l'endroit et à l'envers. Et je le trouve à la fois très simple mais sans être naïf, plein de douceur, plein de bienveillance aussi. À chaque fois que j'ai eu... c'était pas des tirages très difficiles que j'ai réalisés avec lui, mais ça m'a toujours fait du bien. C'était un chouette accompagnement. Donc si vous cherchez un rider un peu rigolo, très coloré, et que vous aimez bien les chouettes, celui-ci est vachement cool. J'ai mal aux jambes parce que je suis assise en tailleur par terre et ça commence à faire mal. Alors la troisième question, c'est proposer 3 tirages. Le premier tirage dont j'aimerais bien vous parler, c'est un petit tirage tout simple, style le tirage qu'on fait tous les jours quand on se tire une petite carte le matin. Mais c'est une question, je pense pas que je l'ai vue chez quelqu'un d'autre, j'ai l'impression que c'est une invention personnelle, en toute modestie, hein. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas la question que je pose très souvent aux cartes le matin, c'est dans quel état d'esprit me conseilles-tu de me mettre pour passer une bonne journée? C'est-à-dire que c'est un peu une variante de la question quelle est l'énergie du jour,
Mais je vous avoue, c'est peut-être bête, mais cette question me parlait pas du tout. Je comprenais pas en quoi la réponse allait me servir dans une journée ou ce que je pourrais en faire, de savoir l'énergie de la journée. Voilà, c'est juste une question de formulation, hein, parce qu'au final, c'est un peu la même question et c'est le même contexte. Mais voilà, cette notion de dans quel état d'esprit aborder la journée, dans quel état d'esprit me mettre, moi ça me parle. C'est plus concret, enfin en tout cas pour moi c'est plus clair à quoi va répondre la carte. Et après vous faites ce que vous voulez sur la deuxième partie de la question, hein. Donc dans quel état d'esprit me conseilles-tu de me mettre pour, je sais pas, être productif, passer une belle journée, prendre soin de moi, mais c'est cette notion de qu'est-ce qu'on demande exactement à la carte. Parce que voilà, j'avais un peu peut-être un blocage par rapport à cette notion d'énergie. Je ne voyais pas très bien à quoi ça répondait. Je ne sais pas si ça pourra aider l'un d'entre vous ou pas, mais voilà. Deuxième tirage que j'aime bien, c'est pas un tirage en particulier, mais c'est, comme je vous disais en vous parlant du livre 101 Tarot Spreads, c'est la notion de, à chaque fois que j'ai une problématique ou un domaine sur lequel je me pose des questions, à chaque fois je vais designer mon tirage moi-même. C'est-à-dire que je cherche pas tellement des tirages tout faits dans des livres ou sur internet, c'est vraiment, j'adapte le tirage à la question que je me pose. Je pense que un peu tout le monde arrive à cette étape-là une fois qu'il a un peu l'habitude et qu'il a compris comment se passait un tirage. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'essayer parce que ça donne énormément de liberté dans ces tirages. On n'est pas cantonné aux choses qu'on trouve toutes faites parce que chaque personne aura des problématiques un peu différentes ou une compréhension du tarot un peu différente. Moi, ça m'arrive très souvent quand je vois un tirage, je sais pas, par exemple, sur Instagram, il y a un tirage qui me plaît bien, il y a 5 questions, il y en a 2 où je me dis mais cette question elle me parle pas, enfin je vois pas quelle réponse on pourrait me donner pour que ça change quelque chose à ma vie. Changer la question en fait. Essayez de vous dire dans cette problématique qu'on aborde au sein de ce tirage, quelle information j'ai envie d'avoir, quelle information manque dans les autres questions qui me parlent déjà. Parce que sinon vous faites un tirage et puis vous obtenez des réponses, mais des réponses, je sais pas, qui vous intéressent pas ou justement vous avez d'autres questions et si vous tirez pas de cartes par rapport aux autres questions que vous avez, vous aurez pas la réponse. Et voilà, je pense que c'est un peu pénible comme progression dans ma question. Mais donc ce que j'aurais envie de vous conseiller, c'est de ne pas hésiter à modifier les tirages selon votre problématique, selon votre question et selon votre compréhension et selon vos attentes. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire un tirage tel qu'il a été proposé si les réponses aux questions ne vous intéressent pas. Prenez de la liberté dans vos tirages. Enfin, je dis ça comme si j'avais 50 ans d'expérience alors que pas du tout. L'intérêt c'est d'avoir des réponses qui vous intéressent et pas de faire un truc tout fait. Et alors le troisième tirage que je ne pourrais que vous conseiller, je ne vais rien révolutionner en disant ça, mais c'est la croix celtique. Et je dirais même la croix celtique simplifiée, parce que j'ai un peu l'impression que à vouloir tirer un grand nombre de cartes, on se perd. J'ai l'impression que c'est plus intéressant. J'ai mal aux jambes. Note pour moi-même, je n'ai plus l'âge de m'asseoir par terre. Je pense qu'on a plutôt intérêt à choisir un plus petit nombre de questions et prendre bien le temps de creuser une réponse. Par exemple, faire la croix celtique simplifiée, donc en 4 ou 5 cartes. Moi, je préfère en 4 cartes qu'en 5 cartes, plutôt que de faire la complète en, 8, 10 cartes. Parce que finalement, vous allez multiplier les questions, et soit les questions seront redondantes, soit, peut-être que je parle que de moi-même, mais le temps d'arriver à la fin du tirage, vous aurez dû tirer tellement de cartes que
vous serez claqué en fait. Vous aurez déjà passé 1 heure à interpréter toutes vos cartes. Et finalement, à la fin, vous allez l'expédier. Et donc, ça ne vous apportera rien du tout. Tandis que si vous passez le même temps à interpréter à fond et de manière personnelle juste vos 4 cartes, j'ai l'impression que vous pourrez en retirer beaucoup plus de choses. Et j'ai eu tendance à, comme je vous disais, avec le 101 Tarot Spreads, à force chercher à designer, à créer exactement les bonnes questions pour chaque problématique. Et au fil du temps, finalement, je me dis, en fait, la croix celtique, elle s'applique à tout. Elle peut nous aider dans toutes les circonstances. Donc vraiment, par croix celtique, j'entends la base d'une carte qui dit où vous en êtes, comment vous vous sentez par rapport à la question, une carte qui dit d'où vient la problématique, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, une carte qui dit qu'est-ce qui vous bloque dans cette situation, et une carte qui dit qu'est-ce qui va vous aider à débloquer les choses. Et éventuellement une 5e carte si vous êtes dans une optique un peu plus de divination, qui vous propose, dans ce contexte, avec les paramètres abordés par le jeu, par le tirage, qu'est-ce qui pourrait en résulter. Ça, c'est un peu selon que ça vous parle de le faire en version divination, ou si vous préférez rester dans une optique de guidance. La 4e question, donc, où on demande de citer 2 choses. Donc, ce sont soit les habitudes qu'on a en faisant un tirage, soit l'attirail, donc les objets qu'on utilise, dont on s'entoure pour faire un tirage. J'ai plutôt envie de vous parler de 2 habitudes. Si je me mets trop près, c'est flou en fait. C'est quelque chose que j'ai déjà souvent mentionné, mais la manière de mélanger les cartes, pour moi, c'est très important dans un tirage. C'est quelque chose pour lequel j'aime beaucoup prendre le temps. J'aime pas trop avoir le sentiment d'être pressée par le temps. Allez hop, je fais 3 fois... Je vais prendre un jeu pour l'illustrer parce que sinon ça ressemble à rien. J'aime pas avoir le sentiment d'être pressée, de me dire je l'ai déjà fait 3 fois, il est temps de tirer les cartes. Non, mélanger l'action, les gestes, c'est un moment de détente. C'est le moment durant lequel on se met dans l'ambiance de je vais tirer les cartes, je suis en train de réfléchir à ma question. Je me concentre, je fais descendre la pression, j'oublie mes problèmes, je me concentre sur le moment présent. C'est un moment de méditation en fait, le moment de mélanger les cartes. Et quelle que soit la manière dont on les mélange, que ce soit en mélangeant les cartes tout simplement comme ça, ou en les étalant et en faisant comme font les enfants, vraiment étaler sur la table et tourner. Ça présente peut-être de manière moins pro qu'en faisant tchac 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 très rapidement, d'une manière très à droite. Mais quelle que soit la manière dont on a envie de mélanger, j'aime vraiment prendre le temps, et c'est vraiment une étape qui fait partie intégrante du tirage. Et ce qui, moi, est très important dans ma pratique, c'est à un moment de faire le shuffle. Pour moi, c'est une étape très importante et je ne veux pas commencer à tirer les cartes avant de l'avoir fait, parce que faut savoir que j'ai pas la chance d'avoir eu ma grand-mère ou ma tante ou quelqu'un de ma famille qui m'a enseigné sa manière de faire. J'aurais adoré ça, mais c'est pas le cas, j'ai appris toute seule. Mais par contre, le fait de faire ce mélange en shuffle, ça c'est quelque chose que ma maman m'a apprise quand j'étais toute petite, parce que ma maman adore faire des réussites avec des cartes de poker, hein, mais les faire en vrai avec des cartes, pas sur le PC comme on fait ou comme on faisait en tout cas dans les années 90. Non, ma maman, elle utilise, encore aujourd'hui, elle utilise ses vraies cartes. Et toute ma vie, je l'ai vue faire des réussites. C'est elle qui m'a appris à faire une réussite. Et donc, ce maniement des cartes, c'est ma maman qui me l'a transmis. Et même si ça n'a pas tellement de rapport avec la cartomancie, c'est précieux pour moi. Et c'est un lien...
c'est un lien que je garde avec les cartes qui m'est cher et que du coup que j'ai intégré dans ma pratique de la cartomancie. Donc ça c'était pour la première habitude. Et la deuxième habitude que j'ai quand je tire les cartes, c'est que donc je mélange mes cartes, je réfléchis bien à ma question. Souvent, je la note pour que ce soit réellement clair de à quelle question est-ce que je réponds. Je suis un peu psychorigide par rapport à ça, parce que j'ai pas du tout envie d'adapter ma question au fur et à mesure de mon tirage en fonction des cartes qui se présentent. Et je pense que c'est quelque chose qui peut arriver assez facilement, surtout au début quand on n'est pas encore très à l'aise avec l'interprétation des cartes. Donc on a très vite fait, j'ai l'impression, quand on tire les cartes, de modifier au fur et à mesure sa question selon les cartes qui se proposent. Et pour éviter de faire ça, très souvent je note la question, et une fois que la question est notée, je frappe mon jeu sur la table. Donc là j'ai pas de table devant moi. Si, vous voyez là? Oui. Donc je fais comme ça. 2 coups. C'est quelque chose que j'avais vu sur une chaîne au tout début quand j'ai commencé la cartomancie. Et voilà, chacun a un peu sa technique aussi pour purifier. Et j'aimais bien cette idée de frapper, d'avoir un coup contre quelque chose, contre du bois. Parce que, étant batteur, le fait de frapper, de produire un son, ça relie deux choses que j'aime bien. C'est l'idée aussi de faire sortir des cartes, c'est une vision de l'esprit, hein, mais faire sortir des cartes l'énergie du tirage précédent, de dire ok, maintenant on répond à cette question. Un peu comme au tribunal, quand le juge, une fois que le juge a prononcé la sentence, je crois, je n'ai aucune notion juridique, donc j'emploie peut-être pas les bons mots, mais vous voyez ce que je veux dire. Une fois que le juge a prononcé la sentence, il frappe avec le marteau. Et après qu'il ait frappé, on ne peut plus rien changer. Les faits sont là. C'est ce que je fais avec mes cartes. Je décide de ma question, je frappe, et puis le tirage commence, et là je commence à mélanger, ce qui peut durer très longtemps, mais c'est une fois que j'ai décidé ce que je faisais. Après, je peux mélanger un peu avant, me décider, frapper, continuer à mélanger. Mais une fois que j'ai frappé, ma question est décidée. Et je peux rajouter d'autres questions éventuellement par la suite, en fonction de ce qui se passe dans le tirage. Mais l'intention initiale du tirage est posée au moment où je frappe. Voilà, je ne sais pas si c'était utile, je ne sais pas si c'était intéressant, mais voilà, c'est ça mes 2 habitudes de tirage. Alors, et pour la dernière question, un conseil ou une carte qui me représente ou que j'aimerais incarner. Un conseil, je ne vais pas en donner parce que je suis personne pour vous donner des conseils. Une carte qui me représente, j'ai l'impression d'avoir déjà un peu abordé le sujet, mais du coup, je vais plutôt vous parler d'une carte que j'aimerais incarner. Et pour ça, je vais choisir le tarot renard de Célia Mélisville. Faut que je la trouve. Hein. Alors, la carte que j'aimerais arriver à incarner, c'est le 3 de coupe. Donc la notion de se réjouir, évidemment, mais j'aimerais bien vous le présenter sous le prisme de la notion d'être capable de se réjouir des choses, la notion de être capable de fêter les choses, de fêter les événements, de fêter les étapes et les époques de l'année aussi. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très important et qui manque à ma capacité à être peut-être à être heureuse au quotidien finalement. Voilà, c'est l'énergie que j'aimerais être capable d'intégrer, d'appliquer dans ma vie de tous les jours. Voilà, j'espère que ce petit acte vous aura plu. Quand j'ai commencé, il faisait quand même pas trop mal clair, même s'il a fait un peu dégueu toute la journée, mais là, le soleil est en train de se coucher et on voit plus grand chose.
Alors, qui est-ce que je tag dans ce tag? Parce qu'on oublie que c'était ça à la base, hein, c'était taguer des gens. J'espère que je ne vais pas taguer des gens qui l'ont déjà fait, mais donc, je crois qu'on est censé taguer 5 personnes, mais j'en ai 6. Donc, je voudrais inviter, premièrement, Sophie, des Murmures de Sophie. Deuxièmement, Cécile, de la chaîne Blue Moon et Baba Yaga. Troisièmement, Offlan, de la Cour des Oracles. Bon, Offlan, je sais que tu es en voyage au Japon pour le moment, donc fais-le si tu peux, mais ne te mets pas de pression non plus. Quatrièmement, j'aimerais bien inviter Dominique, évidemment, de la chaîne Les Harmoniques de l'amour. Cinquièmement, Karine, de la chaîne Miska Metal. Et pour terminer, Hugues, de la chaîne Saint-Cide. Et en soi, n'importe quelle personne qui voit ce tag et qui a envie d'y participer, je me ferai un plaisir d'aller voir sa vidéo. Ou éventuellement, même si vous n'avez pas de chaîne, vous commentez dans les commentaires, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Je voudrais aussi remercier l'un de mes abonnés, donc Stéphane. J'ai beaucoup apprécié parce qu'il a eu la gentillesse de commander sur le site de mon groupe. Donc vous savez que je suis, peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis batteur dans un groupe de rock. Et c'est un projet qui a énormément de place dans ma vie. Et Stéphane a eu la très grande gentillesse de passer une commande. Donc il a commandé notre précédent CD et un cadre à l'effigie d'une des chansons. Donc je le remercie vraiment beaucoup pour son soutien et pour sa gentillesse. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos si vous avez envie de découvrir mon groupe. On va bientôt sortir un album. Je ne peux pas encore vous donner de date parce que là on attend les supports physiques. On a déjà reçu une partie mais pas tout. Mais l'album arrive en précommande. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer commande. Vous trouverez tout ça en barre d'infos. Et bien sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité.